L'intitulé de cette dissertation est le suivant. Comment les institutions contribuent-elles à la croissance? Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre, et pour cela distinguer trois types de termes. D'abord, ce qui indique la nature du travail à faire. Ici, comment, et le point d'interrogation, mettent bien en évidence que c'est un sujet analytique. Le questionnement est donc, de quelle manière, par quel mécanisme? Ensuite, contribue. Cela signifie favorise, explique. Il y a donc une question. On s'interroge sur l'importance des différentes contributions à la croissance. Ensuite, les termes qui relèvent du domaine de connaissance. Institution. D'après Douglas North, ce sont les règles du jeu dans une société, ou plus formellement, les contraintes élaborées par l'homme pour façonner les interactions humaines. Ensuite, la croissance économique. Elle est d'abord à long terme, sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Elle est auto-entretenue. La croissance d'aujourd'hui génère la croissance de demain. Enfin, elle n'est pas homothétique. Elle est accompagnée de transformations structurelles. Un indicateur permet de la mesurer, le PIB ou le RNB. Enfin, il faut opérer des limitations géographiques et temporelles, c'est-à-dire les pays et les époques, que l'on peut traiter dans le sujet. Ici, il n'y a pas de bornage explicite. En revanche, on peut en opérer un implicite. On va s'intéresser aux pays où il y a eu la croissance et où des institutions ont été créées. On peut alors reformuler le sujet. En quoi les institutions permettent-elles une augmentation de la production sur le long terme? Ou bien, par quel mécanisme les institutions assurent-elles une augmentation durable de la production? Ou enfin, l'influence des institutions sur l'augmentation durable des richesses est-elle majeure ou mineure? On peut alors mobiliser les connaissances. Ici, il va falloir distinguer les deux types d'institutions réalisées par North. Les institutions formelles, qui sont le produit intentionnel des individus, et les institutions informelles, qui relèvent des coutumes et des croyances des individus. Comme exemple d'institutions formelles, le droit des brevets ou le système scolaire, de recherche ou de protection sociale. Comme exemple d'institutions informelles, la valorisation de la recherche industrielle en Allemagne, par exemple. Autre connaissance importante, les brevets. Ce sont des droits exclusifs d'interdire à autrui d'importer, de produire, de commercialiser ou même d'utiliser des produits ou services incorporant une technique identique ou équivalente. Le rôle des brevets est essentiel dans la mesure où la connaissance et les innovations sont un bien particulier. En effet, le rendement social de la connaissance est supérieur au rendement privé. Autrement dit, la connaissance produit des externalités positives. Car la connaissance est un bien non rival et non exclusif, en partie. On ne peut totalement empêcher les autres d'utiliser une connaissance. Dans ces conditions, la question qui se pose, c'est la conciliation entre intérêt privé et intérêt social. Autrement dit, comment produire de la connaissance. On peut alors élaborer une problématique. Quel type de croissance assure les institutions? Est-elle extensive ou intensive? Quelles institutions génèrent les externalités positives les plus importantes? On peut alors donner une première ébauche d'organisation des idées. D'abord, mettre en évidence le rôle essentiel des brevets. Ils sont dans l'accélération d'innovation et donc de croissance. Puis, montrer que d'autres institutions ont un rôle beaucoup plus fondamental. On peut maintenant analyser les documents. Le premier met en évidence deux variables. La première, le PIB par habitant en dollars courants. La deuxième, l'indicateur de maîtrise de la corruption. Elle mesure la capacité d'un pays à contrôler la corruption des pouvoirs publics. On note une corrélation entre le niveau de richesse et la capacité d'un pays à maîtriser la corruption des pouvoirs publics. Ainsi, les pays qui ont un PIB par habitant supérieur à 100 000 $, ont un indicateur de maîtrise de la corruption de 2. En revanche, pour les pays pauvres, ceux qui ont un PIB par habitant inférieur à 20 000 $, leur indice
de maîtrise de la corruption est négatif. Il n'arrive donc pas à maîtriser la corruption des pouvoirs publics. Cependant, cette corrélation n'est pas automatique. Pour un même indicateur de maîtrise de la corruption, ici de 2, on a des écarts très importants de PIB par habitant, un écart de 1 à 5. De même, quand on prend un même niveau de PIB par habitant, ici 20 000 $, on a un indicateur de maîtrise de la corruption compris entre moins 1,5 et 1,5. Le document 2 met en évidence le rapport de l'OCDE sur les dépenses de recherche publique. Première remarque, un constat. Les dépenses publiques de recherche-développement ont diminué dans toute l'OCDE. Pour la France, elle a baissé de plus de 37%. Une conséquence des effets pervers sur la croissance. Ces pays risquent de s'enfermer dans une trappe à stagnation. En effet, la croissance économique dépend fortement de l'innovation. Cependant, cette baisse des dépenses publiques de recherche ne se fait pas au même rythme dans tous les pays. Certains pays continuent à avoir une dépense en R&D élevée, l'Allemagne, la Corée et le Japon. Cependant, depuis la crise de 2007, tous les pays de l'OCDE connaissent une baisse de leurs dépenses, avec la conséquence négative, une baisse durable de la croissance. En effet, cela tient aux caractéristiques mêmes de la recherche fondamentale, qui est produite par les pouvoirs publics. Celle-ci va être à la base de nouvelles recherches réalisées par l'entreprise. C'est la théorie de la croissance endogène. Le document 3 met en relation deux variables, le PIB par tête en log et la durée des études. Là aussi, une corrélation se remarque entre niveau de richesse et durée de l'éducation en 2010. Ainsi, le Niger a un PIB par habitant très faible et la durée des études moyenne est de 2 ans. En revanche, la République tchèque a un PIB par tête beaucoup plus élevé et la durée moyenne des études est de 8 ans. Cependant, la corrélation n'est pas automatique. Ainsi, pour 5 années d'études en moyenne, les écarts de PIB par habitant sont très élevés. Des écarts de 1 à 2 pour le logarithme du PIB par tête. De même, pour un logarithme du PIB par tête de 6, on a des écarts très importants dans la durée des études, de 1 à 6 ans. Le document 4 met aussi en évidence deux variables. La première, en moyenne sur la période 2002-2015, en pourcentage de la population, le nombre de brevets déposés dans la triade, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon et l'Europe. Deuxième variable, la productivité par tête. Celle-ci mesure l'efficacité de la combinaison productive et assure la croissance intensive. Elle y mesure un indice Bassan 2002. Ainsi, pour les États-Unis, l'indice Bassan de la productivité par tête en 2002 est de 130 au quatrième trimestre 2016. Autrement dit, entre 2002 et le quatrième trimestre 2016, la productivité par tête a augmenté de 30%, ou bien encore, elle a été multipliée par 1,3. Aux États-Unis, en moyenne, sur la période 2002-2015, pour 100 personnes, 6 brevets triadiques ont été déposés. On note là aussi une corrélation entre croissance de la productivité par tête et nombre de brevets triadiques. Par exemple, le Japon a déposé pour 100 habitants 14 brevets triadiques et la productivité a augmenté de 10%. L'Italie, quant à elle, n'a déposé qu'un brevet pour 100 habitants et la productivité a diminué de 10%. Cependant, cette corrélation n'est pas automatique. Par exemple, le Portugal et le Japon ont eu la même croissance de la productivité par tête entre 2002 et 2016. Elle a augmenté de 10%. Cependant, pour 100 habitants, le Japon a déposé 14 brevets triadiques, le Portugal aucun.
De même, les États-Unis et la France ont déposé le même nombre de brevets triadiques, pour 100 habitants, 4. Cependant, la productivité par tête a augmenté 3 fois plus vite aux États-Unis qu'en France. On peut maintenant répondre à la question avec un plan en 2 parties, d'abord le rôle des brevets sur la croissance, puis celui plus fondamental d'autres institutions. On va donc démontrer que les brevets sont un accélérateur d'innovation et donc de croissance. En effet, un brevet assure une rémunération suffisante et garantie à l'innovateur. Donc, ce monopole et cette rente de monopole l'incitent à opérer de la R&D et à réaliser des innovations, ce qui assure une augmentation de la productivité qui permet alors de passer à une croissance intensive. Une illustration. L'exemple du Japon et de l'Italie. Pour 100 habitants, le Japon a déposé davantage de brevets triadiques que l'Italie et sa productivité a augmenté nettement plus vite. Cependant, le brevet, qui donne un monopole d'exploitation temporaire, a des limites. En effet, l'innovation ne circule pas. Les connaissances se diffusent peu. Et donc, la connaissance perd son caractère cumulatif. Garder des brevets trop longtemps sur trop de produits a donc des effets pervers. Une illustration. L'exemple des États-Unis et la France, qui ont déposé le même nombre de brevets triadiques pour 100 habitants, et pourtant, la productivité par tête a augmenté 3 fois plus vite aux États-Unis qu'en France. On peut alors donc montrer que d'autres institutions ont un rôle plus important. D'abord, pour assurer une croissance extensive. Ici, les institutions essentielles seront tout l'appareil législatif qui empêche la corruption. En effet, s'il y a corruption, les ressources sont allouées de manière peu efficace. Si on n'a pas de corruption, c'est le contraire, les ressources vont être allouées de manière optimale. Alors, il n'y a donc pas de gaspillage de ressources pour les pots de vin. Une illustration. Les pays qui ont un PIB par habitant supérieur à 100 000 $, un indicateur de maîtrise de la corruption de 2. D'autres institutions vont aussi jouer pour la croissance intensive. Celles qui sont permises par les innovations. Notamment le rôle du main-d'œuvre qualifié, qui va donc avoir fait des études pour réaliser le projet technique. Une illustration. La corrélation entre durée d'études et PIB par habitant. Par exemple, la comparaison entre le Niger et la République tchèque. Cette croissance intensive est aussi assurée par des innovations qui peuvent, elles, être produites par les dépenses publiques. En effet, l'État qui dépense pour la recherche fondamentale va permettre aux entreprises d'utiliser ces connaissances pour réaliser d'autres innovations. Une illustration. La diminution des dépenses de recherche fondamentale des États de l'OCDE va avoir des conséquences sur la croissance durable. Pour l'introduction, on peut prendre une information tirée d'un document, la diminution des dépenses de recherche fondamentale d'un pays de l'OCDE, ou bien une idée d'actualité. Le 9 décembre avait lieu la Journée internationale de lutte contre la corruption. Les estimations considèrent que les détournements de fonds publics représenteraient presque 5% du PIB mondial. En conclusion, une idée tirée du cours. Le débat sur la grande stagnation. Dans l'avenir, peut-on encore avoir des innovations radicales? Ou une idée d'actualité. L'augmentation de la qualification des Français passe-t-elle par une réforme du lycée?